Heureuse de vous retrouver sur la chaîne de Bonheurs Anonymes pour poursuivre nos rencontres de mentors morbihanais. Nous sommes heureux d'accueillir aujourd'hui Nicolas Vissot, un philosophe bâtisseur qui habite à Mauron. Réussir sa vie pour lui, c'est être cohérent avec soi-même, les autres et son environnement. Bonjour Nicolas, bienvenue à toi. Bonjour, donc je suis Nicolas, j'habite en Bretagne, j'ai 47 ans, je rénove des maisons de façon écologique, c'est mon activité principale. Sinon, j'ai fait des études de philosophie et des études d'ingénieur du bois. Voilà, en gros. D'accord, dis-nous quand tu avais 16 ans, comment voyais-tu ton avenir ? Je ne voyais pas du tout mon avenir. À ce moment-là, j'étais au lycée, j'étais dans pas mal de domaines, mais je n'avais pas d'idée de ce que je voulais faire. Et donc, spontanément, à cet âge-là, quand on est bon un peu en tout, on va en mathématiques et en physique. Donc, j'ai fait une terminale scientifique. Mais sans idée après de ce que j'allais faire. Après, j'ai continué, j'ai fait maths sup, maths spé, parce que c'était la chose logique à faire après une terminale scientifique, mais sans vraiment conviction. À ce moment-là, j'ai voulu faire d'autres choses qu'ingénieur. Je voulais être pilote de ligne, donc j'ai tenté le concours de l'aviation civile à Toulouse. J'ai failli réussir, mais j'ai raté dans les dernières épreuves. Et j'ai essayé aussi d'être réalisateur de cinéma à l'école Louis Lumière à Paris. Pareil, j'ai réussi les écrits, mais les oraux, j'ai un peu raté. Waouh. Donc après j'ai tenté, après j'étais inscrit dans les concours d'école d'ingénieur et j'en ai réussi 2, une dans le plastique et une dans le bois. Et quand il a fallu choisir entre les deux, je me suis dit plastique, ça m'intéresse pas trop. Pourtant c'était à Oyonnax, c'était pas loin des stations de sport d'hiver, mais j'ai plutôt une fibre écologique. Donc je me suis dit le bois c'est très bien. Donc, je me suis retrouvé à l'école du bois à Nantes. Voilà. Et puis, j'ai fait le cursus de l'école du bois. Mais comme je n'avais pas envie d'être ingénieur, j'ai après enclenché sur des études de philosophie, qui là me passionnaient beaucoup plus. Et donc, j'ai fait une maîtrise de philosophie. Philosophie politique sur Rousseau, le corps politique chez Rousseau. Voilà. Donc ça, là, j'ai bien aimé, quoi. D'accord, donc on voit qu'il y a eu des choses qui t'ont beaucoup attiré dans tes études. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimes dans ta vie ? Qu'est-ce qui te rend heureux ? Ce qui me rend heureux, c'est mon activité principale où je rénove des maisons de façon écologique. C'est un domaine très intéressant parce que c'est un domaine assez nouveau où il y a plein de choses à faire et à réfléchir dessus. C'est pas une façon standard de construire, donc il y a des choix à faire dans ce domaine-là. Et ça demande à la fois de la réflexion et aussi l'aspect pratique qui est très important pour moi. J'aime bien avoir les mains dans la pâte. Et je rénove de façon écologique, c'est-à-dire que je rénove principalement des vieilles maisons, c'est ça qui est intéressant. Et je les remets au goût du jour avec des matériaux écologiques et des techniques écologiques quand c'est possible, évidemment. D'accord. Il y a autre chose peut-être qui te rend heureux dans ta vie ? Eh bien, de vivre proche de la nature, j'aime bien ça. Je m'intéresse aussi pas mal à la permaculture. Donc, c'est une sorte de philosophie appliquée à la nature et à l'activité humaine. C'est pour ça qu'il faut... c'est pas que du jardinage, c'est aussi prendre soin à la fois de la terre, mais aussi de soi-même et des autres. Voilà. Donc, c'est pareil, c'est comme la construction écologique, c'est très nouveau et puis c'est un domaine qui en pleine expansion et qui parle aux gens en général, quoi. Donc, avec un retour à la nature, pour moi, c'est vraiment l'acte cardinal, le retour à la nature. Et comme disait un philosophe qui s'appelait philosophe chrétien du XIIe siècle, Terence, il disait tout ce qui est humain ne m'est pas étranger, quoi.
Et donc, il faut faire en sorte que dans toute chose que l'on fait, que l'on pense, ça reste à taille humaine, quoi. Et à mon avis, la nature a été un axe cardinal parce que ça, on peut jamais être dans l'hubris ou la démesure quand on pense de façon, disons, écologique, de façon naturelle. Et quand on agit aussi de façon naturelle. Et ça résonne beaucoup en ces temps de pandémie, d'ailleurs. Voilà, tout à fait. Ouais. La pandémie, ouais, ça exprime un peu. C'est l'hubris de la nature humaine qui, dans des grandes concentrations de mégalopoles, est la source de déviation et de mal-être général. Voilà. Dis-moi, Nicolas, est-ce qu'il existe un obstacle en particulier qui t'a aidé à avancer dans ta vie? Ouais, il y avait un énorme obstacle, un obstacle sociétal qui était pour moi le fait de devoir faire l'armée. Alors j'ai un côté un peu libertaire. Et pour moi, l'armée n'était pas du tout une chose que je voulais faire. Et le fonctionnement surtout de l'armée me semblait complètement stupide, un abrutissement général des gens. Et donc, je me suis fait réformer de l'armée. Mais j'y suis quand même allé. J'ai fait 15 jours d'armée. Et à ce moment-là, j'ai fait tout pour qu'il ne me supporte plus. Et donc, en 15 jours, en même temps, j'étais en train de faire des études de philosophie, donc je n'avais pas un an ou deux à perdre à l'armée. Et donc, j'ai réussi à me faire virer en 15 jours. Donc, j'étais très content parce que je me suis dit, je n'étais pas quelqu'un qui avait beaucoup de volonté avant, quoi. Et je me suis dit, quand on a un but et qu'on se donne les moyens de le faire, on peut même résister à une immense institution qui s'appelle l'armée, quoi. Donc, ça m'a donné beaucoup de courage après pour continuer dans la voie philosophique, parce que j'étais en ma première année à ce moment-là. Et je devais tracer mon chemin tout seul à ce moment-là. C'était moins évident que dans les études de philosophie, d'ingénieur. Donc, ça m'a donné le courage de le faire. Et voilà, je me sens capable maintenant de résister un peu à tout, quoi, après avoir résisté à l'armée, quoi. Voilà. C'est beau. Dis-moi, pour toi, c'est quoi réussir? Qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir sa vie? Donc, pour réussir sa vie, c'est vraiment une question de cohérence. Il y a une association d'ailleurs en Bretagne qui s'appelle le réseau Cohérence, je trouve très bien, une association écologique, et qui dit que il faut réussir à être à coordonner ce que l'on pense soi-même avec la société, parce que c'est inévitable en société, et aussi avec l'environnement tout autour, quoi. Et quand nos valeurs personnelles s'accordent avec les valeurs, certaines valeurs, peut s'accorder avec les valeurs sociétales ou avec les valeurs environnementales, eh bien, on peut atteindre, à mon avis, beaucoup plus facilement le bonheur. D'accord, très bien. Donc, tu nous expliques que tu bâtis, que tu construis en ce moment beaucoup de maisons, etc. Quel sentiment ça te procure, cette activité? Qu'est-ce que ça te fait intérieurement? Pour revenir à la question précédente, la réussite, à mon avis, justement, c'est très lié au bonheur, quoi. Chacun a sa définition du bonheur et vise le bonheur, d'ailleurs. Et réussir sa vie, c'est réussir à maximiser sa dose de bonheur. Donc, la réussite d'une société, c'est peut-être une société qui maximise le bonheur pour un maximum de gens. Alors là, j'adore. Ouais, je suis content de construire des maisons, surtout des vieilles maisons que je rénove, parce que je toujours c'est un sentiment de plénitude, parce que à la fois je me réalise physiquement en faisant tous les corps de métier. Ça demande de la réflexion pour agencer tout ça et pour faire quelque chose de beau, intégré dans l'environnement et qui puisse satisfaire les gens pour qui je travaille. Donc c'est aussi un dialogue que je dois entamer avec ces gens-là. Donc c'est essayer de mettre dans le même pot plusieurs choses ensemble pour en tirer quelque chose de beau, quoi.
et de bien intégrer, quoi. D'accord. Et la satisfaction des personnes pour lesquelles tu travailles, qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que ça te procure? Ah, je suis très content, quoi. Surtout quand on arrive à avoir, à regarder dans la même direction et à faire la même chose, enfin, d'avoir les mêmes buts, quoi. C'est pas souvent le cas au départ, quoi. Mais c'est souvent avec le dialogue, on arrive, et des fois aussi avec des compromis, à finalement obtenir satisfaction pour les deux parties, quoi. Mais c'est un long travail à faire quand même, qui n'est pas évident, quoi, qui est souvent négligé dans la construction des maisons en général, où les gens qui commandent les maisons ou qui les rénovent ne connaissent pas grand-chose en rénovation et ont beaucoup d'idéaux, mais qui, dans la réalisation pratique des choses, demandent d'être rectifiées ou des choses impossibles à faire. Mais essayer de rejoindre les deux contraintes de la réalisation pratique de la chose et de ce qu'on imaginait au départ et qui aboutit à quelque chose à la fin. Donc c'est pas évident, mais c'est très intéressant à faire, quoi. C'est de la co-construction à l'état brut. La co-construction, ouais. Ouais, c'est souvent de la co-construction. Ouais. Alors dis-moi, as-tu le sentiment de réussir ta vie en construisant comme ça, en rénovant, en bâtissant? Oui, j'ai tout à fait le sentiment de réussir ma vie, ouais, parce que j'ai réussi à... Cette activité-là me correspond vraiment dans mes valeurs intimes. Je suis en général mon propre maître, donc je peux faire comme je l'entends sur le chantier, quoi. Je suis souvent dans un environnement qui me plaît beaucoup, qui est les maisons anciennes dans la campagne, proche de la nature, qui me paraît être le meilleur endroit pour pouvoir réaliser une vie saine et bonne. Ça rejoint le côté environnemental, une bonne vie, quoi. On ne peut pas vivre heureux, à mon avis, dans une société malsaine ou dans un environnement trop hors échelle humaine, quoi. Voilà. Voilà. Ouais. D'accord. Dis-moi, Nicolas, quelle qualité as-tu développée pour cultiver ton bonheur? Alors, j'ai cultivé un certain optimisme, l'optimisme de l'action, mais couplé à un certain pessimisme de la pensée, quoi. J'ai cultivé la patience aussi, quoi, parce que c'est vrai qu'au départ, j'étais complètement intellectuel, quoi, avec le côté ingénieur, bon, très théorique, et le côté philosophe. Mais après, à force de faire des rénovations et des nouvelles et des constructions en bois et en paille, eh bien, on s'aperçoit qu'il faut avoir beaucoup de patience pour construire une maison au bout de 2 ans et voir le résultat à la fin. Et ça, au départ, c'est un peu ingrat, mais à la fin, on a un regard rétrospectif sur ce qu'on a fait et on contemple un peu une œuvre, quoi. J'ai une famille d'artistes pas mal aussi. Ma mère est artiste peintre, une autre est vitrailliste, une autre est dans des écoles, professeur aux écoles de beaux-arts. Et je considère un peu que quand je rénove une maison ou que quand j'en construis une, même si c'est pas complètement mon travail, c'est un peu une œuvre d'art, Ouais, voilà, parce que c'est l'art de bien vivre quelque part, dans un bon endroit. Et c'est très important pour les gens en général, je pense. On sous-estime souvent cet aspect-là dans le bonheur. C'est un bon endroit, bien fait et bien agréable, qui correspond aux attentes des gens. Ça contribue beaucoup au bonheur personnel, quoi, surtout à long terme. Tout à fait. Je plus sois. Dis-moi, Nicolas, est-ce qu'il y a un outil que tu aimerais nous partager qui t'a aidé dans la vie? Oui, alors c'est un outil que tout le monde utilise très communément, quoi, qui est juste Internet. Parce que quand je me suis lancé dans la construction écologique, j'ai commencé par ma propre maison, où j'ai acheté une maison avec ma compagne
à la campagne où il y avait tout à faire à l'intérieur. J'avais juste des connaissances théoriques, mais pas pratiques du tout, quoi. Et puis, c'était à l'époque de l'émergence d'Internet, au début des années 2000. Et donc, comme il y avait des choses que je ne savais pas faire, c'est un domaine tellement énorme, la construction, eh bien, quand j'avais un problème, genre par exemple, juste monter un mur en aglo pour faire un soubassement, je regardais Internet pendant plusieurs jours pour comprendre comment ça fonctionnait. Et c'est vraiment un outil très très puissant pour réaliser des choses pratiques quand on s'intéresse à la construction, quoi. Et il y a des forums où on peut discuter, enfin, il y a des discussions sur telle façon de faire, tel matériau à utiliser. Donc c'est vraiment une grande aide, quoi. Quand j'avais commencé mes études d'ingénieur en 92, il y avait à peine Internet, quoi, et pour avoir de la documentation sur quelque chose, c'était la croix et la bannière pour réussir à trouver quelque chose. Je me rappelais qu'il fallait que j'aille dans des lycées techniques, des universités techniques pour regarder des microfilms dans un appareil archaïque pour réussir à comprendre comment telle technique pouvait être appliquée à tel domaine. Donc maintenant, avec Internet, c'est révolutionnaire. Tout le monde peut presque faire tout grâce à Internet, quoi. Avec du bon sens et de la ténacité, on peut arriver vraiment à faire beaucoup de choses et pas que regarder des vidéos de choses. Et c'est une vraie encyclopédie et qui en plus s'actualise régulièrement. Donc, pas besoin d'acheter les connaissances tous les ans. On s'est régulièrement réactualisé. Voilà. Et dans tous les domaines, quoi, qui nous intéressent, quoi. Donc, la philosophie aussi m'intéresse de temps en temps. Donc, je regarde des choses sur Spinoza ou Rousseau qui m'intéressent. Et il y a des chaînes YouTube, même en philosophie, qui sont très, très, très bonnes, quoi. Le Précepteur, par exemple. Ouais. Tout à fait. Alors dis-moi, qu'est-ce qui t'inspire? Est-ce qu'il y a des personnes qui t'inspirent dans la vie, des lieux, des citations? Qu'est-ce qui t'inspire autour de toi? Autour de moi ou dans le passé, en littérature, par exemple? Ce qui t'a le plus inspiré dans ta vie? Alors, ce qui m'a inspiré beaucoup, c'est 3 auteurs, disons, qui sont liés entre eux, quoi. C'est Henri David Thoreau, qui a écrit un livre qui s'appelle Walden en 1880. C'est un philosophe américain transcendentaliste et qui a écrit un journal de sa vie de tous les jours. Et c'est quelqu'un qui adorait faire des grandes balades autour du lac de Walden et à avoir des considérations philosophiques. Voilà. Et c'est un précurseur en fait de la pensée philosophique écologique. Parce que il a théorisé par exemple la désobéissance civile. Donc ça rejoint un peu mon côté anarchiste. La résistance à l'oppression, aux institutions, et puis et à retrouver un bonheur personnel à travers la nature. Donc, il est parti 2 ans vivre au bord du lac Walden, dans une cabane qu'il a construite lui-même. Et il décrivait tout ce qu'il voyait autour de lui. Donc, c'est à la fois très agréable, c'est presque de la poésie, tout en ayant des fois des fusées de pensée qui arrivent et qui sont très, très inspirants, quoi. Et au bout de 2 ans après, il est parti en disant « Ça y est, j'ai fait le tour du lac Walden et puis maintenant je vais passer à autre chose ». Donc une certaine liberté intérieure aussi qu'il avait. Le deuxième auteur qui est lié, c'est Tolstoï. Tolstoï qui avait lu Henri David Thoreau, il me semble, et qui était une sorte d'anarchiste chrétien aussi, qui vivait en Russie, qui était un grand aristocrate, mais qui vivait qui essayait de vivre avec les paysans et qui récoltait les céréales lui-même à la faux, etc. Donc, il refusait un peu son milieu, quoi, et il prônait une vie simple et aussi axée sur la nature. Donc ça, c'est Tolstoï. Et puis Gandhi, évidemment, un peu dans le même genre, qui fait un peu la synthèse de ces deux-là.
qui a aussi lu Tolstoï et Henri David Thoreau. D'accord. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaite trouver sa voie comme toi tu as pu le faire? Donc tu as fait des études très différentes, mais finalement tu t'épanouis dans un tout autre domaine. Qu'est-ce que tu peux conseiller aux personnes qui se cherchent comme ça pour enfin se trouver et se réaliser? C'est pas évident. Je pense que pour réussir à se trouver, il faut aussi faire confiance à la chance et savoir saisir la chance quand elle est là ou les événements de la vie. Les opportunités. Les opportunités de vie. Moi, il y en a eu 2 qui sont arrivées dans ma vie, qui étaient que quand je faisais mes études d'ingénieur, j'étais en colocation avec quelqu'un qui faisait pas tout la même chose que moi, qui faisait des études de philosophie. Ah. Et à l'époque, je m'intéressais pas à la philosophie, j'en avais fait un peu en terminale comme ça. Et puis, à force de discuter le soir avec lui autour d'une partie d'échecs, eh bien, je me suis dit, c'est quand même très intéressant comme domaine, ce truc-là. Et puis l'été, à la fin de mes études d'ingénieur, j'étais pas super motivé et j'avais rien à lire chez mon père qui était à la campagne. Et donc là, je me suis dit, bon, je vais aller à la librairie la plus proche d'ici, qui était à 10 km à vélo, à peu près, dans le bourg en Normandie. Et je vais prendre un livre dans les mains, et quel que soit le livre, au hasard, je le lirai complètement de A à Z. J'y suis allé, j'ai fait les 10 km, et j'ai été dans une petite librairie, une sorte de point presse, dans un village de 5000 habitants. Et il n'y avait pas beaucoup de livres, quoi. Et j'ai pris le livre au hasard, et j'ai tiré La République de Platon. Excellent. À l'époque, j'étais pas hyper motivé par la philosophie, même si j'avais eu un peu de discussion philosophique. Mais et c'était assez ardu quand même. La République de Platon, c'est des dialogues socratiques, mais c'est un gros bouquin en plus, avec une façon de penser un peu ancienne, antique. Donc, j'avais pas forcément les connaissances et le vocabulaire philosophique pour l'apprécier. Mais comme je m'étais donné ce défi-là, je l'ai lu complètement. Et au bout d'un certain temps, à la fin, je me suis dit, c'est quand même vraiment sympa la philosophie. Et donc, je me suis inscrit après en études de philosophie pour avoir une vision de la philosophie, de ce que c'était, etc. Donc, je me suis dit, je vais faire au minimum une licence, puis je suis allé jusqu'à la maîtrise. Voilà, donc c'est un hasard de la vie, la colocation, le fait que je tiens un livre de philosophie. Voilà. Et finalement, c'est ce qu'il me fallait à ce moment-là. Tu as saisi les opportunités, mais tu as aussi provoqué un petit peu le hasard et la chance, en fait. En te donnant un petit challenge, tu as provoqué ton destin. Mais je ne sais pas quel aurait été mon destin si j'avais tiré un autre livre. Ouais, c'est ça. Si j'avais tiré un livre de jardinage, je serais peut-être devenu jardinier. En même temps, la permaculture. Ouais, voilà, tout à fait, ouais. Après, la philosophie, c'est tellement large aussi que après, il faut choisir une orientation en philosophie. Alors, comme j'étais plutôt scientifique à l'époque, je m'étais beaucoup intéressé à la philosophie des sciences, et à la logique et tout ça. Et je trouve ça très intéressant. Mais petit à petit, ce qui était en moi, qui était une grande considération pour l'écologie et pour les rapports sociaux aussi, d'ailleurs, a fait que je me suis orienté vers la philosophie politique, le contrat social, Rousseau, sans trop le savoir pourquoi, vraiment, quoi. Et finalement, rétrospectivement, je comprends pourquoi, parce que Rousseau, c'est aussi un naturaliste un peu, il aimait bien herboriser, il aimait bien faire des grandes balades, les rêveries du promeneur solitaire, et il avait un petit côté reclus dans sa campagne. Qu'on retrouve un peu chez toi. Mais un souci aussi de la collectivité et de la société, d'où son contrat social, d'où l'Émile, tous ses livres. Voilà. C'est marrant parce que c'est allié l'individuel et le collectif. Donc le hasard, ça nous aide des fois à révéler ce qu'on est réellement, quoi. Alors, c'est plus un hasard, ça devient une faveur, peut-être, qui nous fait le hasard. Ouais.
Nicolas, est-ce qu'il y a une habitude quotidienne qui te personnalise? Une habitude quotidienne qui me personnalise. Bon, le matin, quand je me lève, à part mon café comme tout le monde, après, j'aime bien faire un tour dans le jardin et puis tracer des sentiers dans le jardin. Bon, c'est parce que j'ai une sorte de petite fermette, hein, donc avec une mini-ferme avec des poules, des abeilles, des chèvres, un berger, tout ça, comme dans l'esprit de la permaculture. Et c'est bien de pouvoir tracer son chemin là-dedans, faire différents chemins pour voir différents aspects de cette nature-là, certes artificielle, mais il paraît que le paradis est une sorte de jardin. Donc, je pense que mon jardin est un paradis en miniature. Voilà. Excellent. Et j'essaye de le transformer en paradis. Mais je ne voudrais pas être chassé du paradis. Oui, puis c'est un peu te donner la possibilité d'explorer toutes les richesses de cette œuvre-là aussi, qui est aussi une œuvre, une construction que vous avez réalisée. Oui, voilà. Mais aussi la richesse de la nature en elle-même, quoi. Même concentrée dans un petit endroit. Même un jardin, il y a plein de choses à voir dans le jardin. La lumière est différente tous les jours. Les animaux sont différents, ils ont des chemins à travers le jardin. Il y a des interactions entre ces différents éléments. Et donc, c'est un domaine très, très vaste qui mérite son attention. Il n'y a pas besoin forcément de voyager très loin pour voir de l'exotisme. À travers un jardin pas complètement artificialisé, mais semi-sauvage, on voit plein de choses très intéressantes. C'est ce que faisait Henri David Thoreau autour du lac Walden. Il avait arpenté en long, en large, en fonction des saisons, il avait calculé la hauteur, la profondeur, tout ça. Il a eu des idées écologiques avant l'heure. Voilà, ma petite habitude. Très bien. Elle est très inspirante en tout cas. Dis-nous, quelle est la plus belle chose que tu aies pu faire ou découvrir ou partager dans ta vie? Qu'est-ce que j'ai pu faire de vraiment beau? Oui, forcément, il y a ma famille. Je reviens toujours à la même chose, quelque part. C'est la construction de son environnement autour de soi. Et quand j'ai construit ma première maison en bottes de paille, j'étais très content, quoi. Parce que en plus, j'avais découvert une méthode sur Internet, vraiment fantastique et super bien faite, très intelligente, qui s'appelle la méthode GREB, une méthode canadienne de construction de maisons en bottes de paille qui commence à avoir un certain succès en France. Et donc, d'avoir trouvé cette méthode-là, d'avoir adhéré à l'association qui l'a promeut et puis d'avoir réussi à construire une maison comme ça en bottes de paille, qui était ma première maison, j'ai tout appris à faire de A à Z à ce moment-là. À la fin, oui, j'étais très content. Ouais. Et je l'ai partagé avec pas mal de gens, quoi, tous ceux de ma famille. Voilà. D'accord. Alors, quel conseil, à ton tour, après avoir eu 16 ans, donnerais-tu à un enfant de cet âge-là? Le conseil, ça serait, serait pas forcément de trop écouter ses parents, donc d'essayer de développer sa propre personnalité, quoi. C'est pas évident à cet âge-là parce qu'on est ballotté entre plein de différentes eaux et plein d'idées qui nous traversent et son corps se transforme et tout ça, quoi. Mais c'est justement à ce moment-là qu'on commence à créer un embryon de personnalité. Et la personnalité, c'est une chose très importante. Ça nous permet de résister à plein de choses et puis de développer une certaine originalité et puis de réussir à trouver son chemin. Et c'est la voie du bonheur, ça j'en suis sûr. Et des enfants ou des adolescents qui ont été brimés pour X raisons ou de X façon, quoi, on les empêche surtout d'avoir une personnalité. Et c'est ça qui les rend après dépendants à plein de choses. Voilà. Alors, une personnalité, c'est un blindage, quoi. C'est ce qui nous permet d'avancer, quoi, tout simplement. Ouais.
Et d'avoir confiance, d'avoir de l'estime de soi et de la confiance en soi. Tout à fait. D'accord. Quand tu as le moral qui vacille, Nicolas, que fais-tu? En général, je fais quelque chose de physique. Parce que si on reste sur son fauteuil avec des idées noires, en général, ça s'améliore pas, quoi. À moins de tomber sur un super bon bouquin, mais c'est rare. Et donc, dans ce cas-là, il vaut mieux sortir, faire une grande balade à vélo ou n'importe quoi, nager dans un torrent, croquer des oignons crus, n'importe quoi. Et là, ça nous place les idées vraiment tout d'un coup. Il faut le faire, ça prend du temps, c'est un peu plus long qu'un cachet d'aspirine, mais au bout de 3 heures de vélo, je suis sûr qu'on revient et on est au moins, on n'est plus dépressif. On est fatigué, mais on n'est plus dépressif. Se forcer à faire quelque chose. Bon, enfin, ça peut être du sport, mais ça peut être aussi fabriquer n'importe quoi. Ou faire du jardin, d'ailleurs. Oui, c'était une phrase chinoise d'ailleurs, qui disait « Si tu veux être heureux, cultive un jardin ». Ah, ok. Nicolas, ça va être la dernière question. Dis-moi, quelle est ta raison d'être? Ma raison d'être, c'est de développer ce que tout humain doit développer dans sa vie. Enfin, c'est vague, mais pourquoi est-ce qu'on est sur Terre? C'est ça notre raison d'être, quoi. Donc, en général, je me fie à ce qu'on pourrait appeler la nature humaine. Et qu'est-ce que la nature humaine? C'est d'être un animal parmi les autres animaux, quoi. J'aime pas trop la distinction entre nature et culture. Je trouve que c'est trop artificiel. Et puis, il faut essayer de fusionner ces deux choses-là, quoi. Et ma raison d'être, c'est ça, c'est introduire la culture dans la nature. Ou l'inversement, la nature dans la culture. Et faire en sorte que de toujours marcher dans la beauté. Oh, c'est beau. C'est ça, ma raison d'être. C'est magnifique. Donc, l'échange se termine. Est-ce que tu as un dernier mot à ajouter pour compléter cet échange? Non, pas vraiment. Soyez vous-même et ne faites rien d'excessif. Mais rien de trop, comme disaient les Grecs anciens. Mais suffisamment pour se connaître. C'est-à-dire éviter la démesure, l'égoïsme, rechercher sa nature et la nature profonde des choses, quoi, qui n'est jamais excessive. Voilà. D'accord, très bien. Ça permet d'aller loin. Exactement. Et voilà, merci beaucoup Nicolas de nous avoir ouvert ton univers et apporté tes conseils. On se retrouve mardi prochain à 18h pour une nouvelle interview. D'ici là, soyez heureux. Eh bien, au revoir et profitez bien.